tous. Hein. Ok, très bien. Donc du coup on commence juste par la présentation de l'interviewé, c'est-à-dire voilà, poste actuel et puis aussi pour le coup un petit peu ce que tu as fait avant. Contexte. Ouais. Okay. Donc aujourd'hui Gilles Godelier, donc je suis responsable marketing CRM chez Glex. Okay. Donc par rapport à l'organisation dans Glex, c'est clair pour toi comment on agit au niveau du... Donc on est un service support qui vient en support des différentes divisions, des différents départements. Donc moi je travaille plus particulièrement avec les chargés marketing en fait. Okay. Au début j'étais uniquement sur le périmètre visiteur et aujourd'hui c'est périmètre visiteur et exposant. En fait. Okay. Donc, avec deux projets en fait qui sont la base de données, tu en as peut-être entendu parler, Artemis, et EBMS, on est en train de passer sur une nouvelle version, là on passe de la V19 à la V30. Ok. Donc moi mon parcours, j'ai commencé en fait mon expérience c'est vraiment une expérience marketing en agence dans le secteur de l'assurance et dans le secteur de l'événementiel, plus justement dans la branche conférence d'ailleurs, et dans l'édition aussi. J'ai beaucoup travaillé dans l'édition, plus de 10 ans. Ça marche. Tu veux encore rajouter des choses? Non, rien de spécial. Ok. Bon, du coup, j'ai quand même eu déjà pas mal d'input sur tout ce qui était salon. Bon, néanmoins, on va faire un petit point numéro 2. Quelles sont un peu les différences fondamentales entre un congrès, une conférence, une convention, conférence, congrès? Déjà, comment ça se distingue, ces trois choses-là? En fait, je dirais, pour moi, les conférences, en fait, c'est... Alors, en plus, le métier de la conférence, c'est un métier qui a beaucoup évolué, parce qu'en fait, il y a eu vraiment les années phases dans les années 90, où on faisait un peu des conférences sur tout et n'importe quoi, et en fait, on trouvait ce qu'ils appelaient les delegates, des participants, sachant que, pour moi, le business de la conférence, c'est un business de participants payants, en fait. Avec des prix d'entrée, moi j'ai plutôt travaillé dans des conférences plutôt haut de gamme, c'est-à-dire c'était entre 1000 et 1200 euros la participation. Voilà, donc après ça passe sur les budgets formation et autres. Donc pour moi une conférence en fait on va rassembler, ça va être, je vais faire la différence entre un congrès et une conférence par rapport aux thématiques et par rapport à son mode d'organisation. C'est-à-dire que sur une conférence en fait on va avoir un ou deux keynote speakers qui vont raconter un peu la messe auprès d'une trentaine ou d'une quarantaine de participants. Et un congrès, en fait, on va avoir beaucoup de keynote speakers avec beaucoup de congressistes, en fait. C'est un peu la différence que je ferais. Un congrès composé de plusieurs conférences, en fin de compte. C'est la même audience, on va dire, mais en fait, il y a plus de monde et en général, il y a plus d'intervenants, en fait, de personnes qui vont prendre la parole. Et souvent, moi, les congrès auxquels j'ai pu participer, on est plus aussi sur des tables rondes. En termes d'animation, c'est finalement des intervenants qui vont parler d'un sujet. En fait, on va avoir une audience très large qui va être de 300 à 400 participants. Alors après, dans les congrès à l'échelle anglo-saxonne, on est même sur des congrès où on a 2000, 3000 participants. C'est ce que j'avais cru comprendre, que les anglo-saxons, ils sont dans c'est un autre... En fait, parce que déjà, ils ont un prisme international, que nous, on a beaucoup de mal du fait de la langue, du fait qu'on est sur des thématiques et surtout sur des problématiques franco-françaises, ils sont tout de suite sur des problématiques mondiales, internationales. Et ils savent aussi mobiliser des speakers qui vont faire venir des participants internationaux. Mais c'est vrai que la langue, ça doit quand même un petit peu jouer. Et la langue, forcément, ça joue. Ouais. Du coup, la différence fondamentale de ce que j'ai compris entre le business model d'une conférence, congrès et d'un salon, c'est que dans le salon, c'est les exposants qui payent, alors que dans un congrès, conférence, c'est le visiteur qui va apporter la manne financière. Effectivement, l'essentiel du business model de la conférence, c'est le delegate, le participant qui va payer. Puis après, on va avoir en fait toute une logique de sponsoring qui se passe autour, notamment pour prendre un exemple. Moi, j'ai travaillé maintenant ça n'existe plus, c'était Euroforum et derrière c'était ABC. Donc c'est eux qui ont créé ça s'appelle comment, le Mobile World Congress de Barcelone. Et en fait, ils ont commencé d'abord par un congrès
donc avec des participants payants. Et puis en fait, du fait qu'il y avait cette audience et puis de très haut niveau, parce qu'en plus là on est sur des 2000, 3000, 4000 euros de participation. En fait, il y a eu des sponsors et des exposants qui sont venus. Donc en fait, il y a eu un salon qui s'est mis en place autour de cette audience de congressistes. Et finalement, leur business model, alors je ne sais plus trop comment ça se passe, mais il devient hybride. En fait, on a un mix de participants payants, qui est un peu le cœur historique. Et puis après, il y a les sponsors, où là, on va avoir des belles banderoles, ils vont sponsoriser le badge, etc. Et en plus de ça, tous les exposants qui vont faire peut-être 50%, peut-être maintenant c'est même plus que ça, du business. C'est ce que j'ai un peu lu dans mes recherches, c'est qu'il y a quand même un phénomène d'hybridation qui se passe entre les salons et les conférences, que c'est deux secteurs qui étaient quand même un peu séparés, mais que c'est un peu en train de changer. Mais l'approche, en fait, l'approche est très différente dans l'approche marché. Ok, justement, ça va être le point qu'on va discuter. Je te laisse développer. En fait, quand on part de la conférence, on part d'une audience très ténue. Et après, en fait, on va élargir. Donc, on est souvent sur des sujets. Alors, moi, j'étais plutôt dans les télécoms, mais on va faire sur le design des mobiles. Donc, on va être sur un ciblage très pointu. En fait, le pilote, on va dire, de tout ça, c'est le marketing. On part du marketing, du marché, du besoin marché, et en fait, on va identifier une audience. De cette audience, on va identifier des thématiques, et en fait, tout naît de ça. Alors, moi, je sais, quand je travaillais dans la conférence, en fait, je travaillais avec des responsables de programme. Donc, les responsables de programme, ils étaient responsables du programme de la conférence, du contenu. Et en fait, eux, en fait, avaient l'idée d'une thématique, d'un sujet, mais c'était validé par le marketing. Et en fait, si dans le marketing, on n'avait pas la base de données, si on n'avait pas les bons partenaires, on ne faisait pas la conférence. D'accord. Et c'est toute la différence, en fait, avec le métier du salon, que finalement, j'ai plutôt découvert en étant chez GL, mais c'est un peu pareil partout, c'est qu'en fait, on est plutôt sur une approche mass média. C'est-à-dire que sur le salon, on est plutôt sur une approche média, communication. Et alors le marketing prend de plus en plus d'importance, mais n'est pas aussi important, notamment la partie base de données. Quand j'ai travaillé dans la conférence, on était sur des bases de données hyper pointues, hyper comportementales. On est capable de croiser les profils dans tous les sens. C'est-à-dire que la base de données est vraiment qualifiée, chaque profil a plein de facteurs. En fait, il y a une culture marketing, alors que je pense qu'aussi c'est que le business de la conférence, c'est un business qui est plutôt anglo-saxon. Donc clairement, ils sont sur une approche marché, comportementale. Le business model est très verrouillé, c'est-à-dire qu'on est sur des logiques d'investissement. Je vais investir tant d'euros, si au-delà de tant d'euros j'ai X participants, je sais que j'ai mon point d'équilibre. Au-delà, je sais que c'est de la marge en fait, que je génère. Si j'atteins pas cette marge-là, finalement ce que j'aurai investi, j'arrête la conférence et je l'annule. Voilà. C'est pas du tout la même approche sur un salon en fait. Parce que sur le salon, en fait, on est d'abord sur les exposants. Alors forcément, si on n'a pas un nombre d'exposants, après on annulera peut-être le salon. Mais on est d'abord sur une approche mass média en fait. Faire rencontrer des personnes. Et je pense que dans l'évolution aussi du marché du salon, là où sur la conférence on est sur du très ciblé, avant sur le salon on était plutôt sur du... on fait déplacer de la masse et après on s'est dit en fait c'est peut-être bien quand même que quand on fait déplacer des gens, ce soit des gens de plus en plus ciblés, parce que c'est finalement les exposants qui nous ont poussé un peu dans ces retranchements en disant c'est bien gentil, mais là d'avoir Madame Michu qui vient, ce que je veux c'est avoir le bon professionnel, ou d'avoir la bonne personne qui va venir acheter ou commander mes produits. Alors forcément je fais un peu une caricature dans les deux, mais on était plutôt dans une approche mass média, et on le voit aussi dans notre approche marché en fait. On est sur des approches, on est beaucoup plus orienté communication. Et d'ailleurs, on le voit dans les organisations, finalement, le marketing n'a pas tellement de pouvoir au sein des départements. Il y a une prise de décision, mais tout vient d'abord de la communication. Toi, parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de définitions différentes, comment tu définis marketing, communication ? Pour moi, le marketing, c'est vraiment analyser mon marché, connaître mes cibles, faire du ciblage, être dans une logique de retour sur investissement, ce qui est beaucoup moins possible dans le cadre de la communication. Dans la communication, on va être plus sur une approche mass média, déjà, et traditionnellement aussi. Alors, ce qui fait aussi bouger les lignes, c'est qu'on passe de plus en plus d'une logique mass média à une logique digitale, où avant, finalement, tu faisais de l'affichage, tu faisais de la presse, tu savais grosso modo qu'en faisant
faire des affichages dans tel coin, tu allais toucher tel CSP, quand tu allais toucher, faire de la pub dans tel magazine, tu allais toucher telle profession, mais ça allait pas plus loin. Ouais. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin parce qu'en fait, on est sur quasiment du profiling je vais cibler tel mot-clé, ça va toucher telle personne. Je vais faire une campagne email sur telle population en croisant un peu tous les tas de critères et je vais bien adresser mon message à la bonne personne. Ok. Du coup, il y a quand même un phénomène de digitalisation, que ce soit dans le salon ou dans la conférence. Ouais. Moi, ce que j'ai un petit peu vu jusqu'à maintenant, c'est que finalement, les stratégies vraiment pures digital marketing, flux entrant, du style SEO, etc., c'était plus adapté finalement aux conférences. Est-ce que tu rejoins cette analyse ou pas, étant donné que c'est le visiteur ce qui justifie cette réponse, enfin c'est que le visiteur, étant donné que c'est lui qui va faire la recherche, aller à la conférence, étant donné que ça va toucher le visiteur, c'est plus pertinent en fait, que le digital marketing va être plus efficace. En fait, je pense que aujourd'hui, tu peux pas te passer de SEO, tu peux pas passer de SIA, enfin, tu es obligé de passer par ces outils-là et que tu fasses de la conférence ou du salon. Alors, on ne fait pas forcément très bien, nous, chez GL, mais quand je dis chez GL, c'est dans le monde de l'événementiel en général. C'est que le SEO, il repose sur un contenu pertinent qui va être proposé sur ton site internet. Ouais. Alors, dans le domaine de la conférence, je peux moins en parler parce que moi, ça va faire maintenant 15 ans que j'en fais plus. Ouais. Donc ça, je pense que ça a évolué, mais dans le domaine de la conférence, qu'est-ce qu'on a regardé? C'est des notions de keynote speaker, tu poussais des contenus. Alors du contenu, encore à l'époque on pouvait pas parler de contenu, tu mettais ton programme de conférence. Par contre ce qu'on mettait, et ça c'était une vraie production de contenu, c'est qu'on mettait les actes des conférences. Okay. C'est-à-dire que tout ce qui se disait, en fait, on en diffusait des parties pour finalement attirer le chaland, etc. Mais c'était pas forcément aussi développé que ça l'est aujourd'hui. Okay. Je pense qu'aujourd'hui dans le domaine de la conférence, c'est beaucoup plus axé sur ces aspects-là. Après dans le domaine du salon, c'est exactement pareil. Parce qu'à un moment donné, si je vais vouloir aller sur un salon, je dis n'importe quoi, sur le biogaz, en fait je vais vouloir chercher des contenus en lien avec cette technologie-là. Donc il faut que mon site internet propose ces contenus. Ouais. Donc c'est pour ça que de plus en plus on produit du contenu, alors qu'il est peut-être pas encore forcément bien adapté aux médias, parce qu'en fait on est toujours dans cette logique très print, et on a encore beaucoup cette logique on travaille avec des agences qui faisaient du print et qui passent dans le digital. Or rédiger des contenus pour le digital, il faut les adapter. Ouais. Et ça c'est un vrai savoir-faire qui commence à mûrir en fait, mais on voit bien même auprès des différents profils qu'on peut avoir aujourd'hui dans les différents départements, c'est pas encore un réflexe en fait. Okay. Comment on adapte dans les grandes lignes un contenu qui était print on le transforme en digital? Ça c'est une vaste question, c'est que en fait déjà il y a une structuration de l'information avec des chapitres, des sous-chapitres qui puissent remonter dans les moteurs de recherche, c'est toute une histoire d'indexation. Il y a aussi une notion d'immédiateté du contenu, c'est-à-dire que quand on va on va lire un article de fond sur un papier, oui on va peut-être avoir beaucoup de détails. Quand on va aller sur internet, on va à l'essentiel. Quand tu vas sur un site internet, ton information, tu ne veux pas attendre d'être à la fin de ton article, parce qu'il faut que ce soit des articles courts, il faut qu'il y ait des visuels aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de top 10 sur internet. Oui, mais complètement, mais en fait, moi j'appelle ça un peu des putaclics, mais en fait il y a ça, c'est qu'il y a aussi un côté, quand je vais sur internet, je veux une information immédiate, il faut qu'on me donne envie d'y aller, de cliquer, il faut toujours aller dans cette logique-là. Et tous les sites presse, si tu regardes bien, moi qui viens du monde de l'édition, on est vraiment passé dans cette logique-là. Okay. Moi, je viens de l'édition et pour le coup, j'ai vu quand même cette migration où on faisait des espèces de contenus encyclopédiques où le but c'était même faire du remplissage et de faire du volume pour vendre des gros pavés. Okay. Sur Internet, c'est pas du tout la même pratique. Chaque mot doit être aller à l'essentiel. Être pensé aussi au référencement, parce que ça c'est très important, c'est donc d'avoir un certain niveau de technicité pour qu'à un moment donné, quand je vais taper sur un moteur de recherche, je puisse arriver directement sur l'article. Après c'est tout l'effet c'est la SEO quoi. C'est ça. Ok.
L'inbound marketing, ça te parle Oui, bien sûr. Ouais. Donc, ça en fait aujourd'hui c'est très peu exploité dans le domaine des salons. Et c'est très paradoxal parce que en fait le salon c'est un média. C'est au même titre que la presse, etc. Et en fait, pour qu'on devienne légitime à un moment donné sur un marché, il faut qu'on ait une prise de parole. Donc, alors, on produit aujourd'hui des contenus, on fait des blogs, etc. Mais quand on regarde, en fait, on trouve des contenus qui sont souvent faits par des agences ou des fois par des journalistes. On ne sait pas trop si c'est vraiment des journalistes. Et pour le coup, alors moi je ne suis pas forcément un juge pertinent par rapport à ça, mais une fois quand je vois l'article, je dis je vais sur internet, je trouve cet article partout ailleurs. Okay. Or, pas forcément de valeur ajoutée. Voilà. Or le but c'est d'avoir une exclusivité, en fait, d'avoir vraiment un contenu recherché. Pour pouvoir produire du bon contenu, faut produire du livre blanc. Alors typiquement dans nos salons on a des conférences. Aujourd'hui c'est un fonds que j'appelle un fonds documentaire qui n'est pas du tout exploité. Alors que tu as un salon qui est le salon du marketing, la Connex, qui a lieu dans quelques semaines. Les conférences sont super. Moi je sais que j'y vais pour le contenu, parce que je sais que les conférences sont hyper intéressantes, et pour le coup il n'y a aucune exploitation de ces conférences. C'est-à-dire que on pourrait très bien dire, là en fait on passe le deal avec les intervenants, on récupère ces contenus, on les agrège, on les met en ligne. Je sais que quand je travaillais dans la conférence, c'est ce qu'on faisait. Et en plus on les revendait. Il y a plus de récupération de contenu via la vidéo. Je pense que il y a plus de récupération, ils ont beaucoup plus valorisé en fait ce capital d'information, alors que dans les salons, en fait, on est dans le côté communication, on met des photos, etc. Mais finalement, on n'est pas dans la logique de prolongement de la relation avec le visiteur. En fait, on est toujours sur un côté très instantané. Alors en plus, on a des salons qui ont lieu tous les 2 ans. Mais donc c'est difficile de remplir 2 ans de contenu. Et pourtant on en a. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que pourtant, à côté de ça, il y a pas mal de contenus qui sont faits, il y a des blogs, mais dans la logique d'animation de cette communauté, parce que finalement, le but de ce marketing de contenu, c'est d'animer des communautés, et puis aussi d'arriver à faire de la captation d'audience pour qu'elles viennent, de nouveaux prospects, pour qu'ils viennent, c'est tout le but de l'inbound marketing, pour qu'ils viennent d'eux-mêmes, parce qu'ils se disent, là, ils parlent, je dis n'importe quoi, du nappage en chocolat fait avec la machine bidule. Moi, en tant que professionnel, ça m'intéresse. Et aujourd'hui, on fait très peu ça. Alors, ça fait 4 ans que je suis maintenant chez GL. J'ai vu vraiment une évolution déjà de se dire on va faire un peu déjà de référencement payant, etc. Mais la production de contenu, de livres blancs, etc., je ne l'ai pas encore vu. Il faudrait un service dédié en fait. Ils font du content, c'est du content management en fait. C'est une vraie compétence. C'est un content manager qui va agréger des contenus, sait les présenter, sait les utiliser, sait les capitaliser. Je suis pas sûr, par exemple, quand on produit des contenus, alors je dis ça dépend des départements, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus avancés, mais qu'on soit dans une logique de je fais un plan éditorial, ok, tu vas produire un contenu, je sais pas, je prends mon nappage en chocolat, mais ça pourrait être n'importe quoi. Tiens, comment on va tronçonner ce contenu pour pouvoir l'utiliser sur les différents réseaux sociaux, pour pouvoir en faire un livre blanc, tu vois, dans une logique comment je capitalise d'optimiser quand je capitalise sur ce contenu-là, parce que ça a un coût de le fabriquer, et comment je l'exploite en fait. Et ça, après, c'est une vraie réflexion derrière. Et puis derrière, c'est aussi de l'animation. C'est des équipes qui doivent être dédiées, qui animent. Alors forcément, quand tu es dans une logique d'éditeurs, tu as des éditeurs qui sont là pour ça. Dans une approche salon, nous, on est plutôt sur une approche de faire venir des exposants, faire venir des visiteurs. Et la création de contenu, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors on est obligé d'en venir là, mais... c'est pas encore dans nos gènes en fait. Ok. Tu me disais le salon c'est un média, mais du coup un congrès c'est pas un média? Tu touches moins de monde en fait. Je dirais que c'est pas tout à fait la même chose, parce que le but du salon, si je mettais dans le monde idéal, c'est d'être le référentiel sur ton marché. Alors, je prends par exemple industrie, un global industrie, on est quand même très bien positionné, ou même un Sierra. Tu sais que tu vas rencontrer tous les acteurs, quasiment tous les acteurs d'une branche, et en y allant, tu
tu vas quasiment rien louper en fait. Ok. Donc le but c'est d'être le référentiel, le référent sur ton marché en fait. Alors ça c'est dans la théorie, il faut avoir une taille critique à un moment donné, Voilà, mais exactement. le but c'est peut-être de commencer sur un marché de niche et puis petit à petit s'élargir. C'est souvent un peu ça qui s'est passé historiquement en fait. Les salons, finalement tu te positionnes à un moment donné, il n'y a personne qui est présent, de compétiteurs, et petit à petit finalement tu arrives à élargir ton audience, avoir une portée comme Be Positive nationale, avec exactement. Flamme Expo et puis après complètement. Lighting Days. Complètement, c'est ça, c'est finalement tu greffes après d'autres marchés qui sont finalement connexes à ce marché-là, et puis petit à petit tu deviens le référent. En fait. Ok. Tu vois, Eurobois pour moi c'est un bon exemple parce que quelque part c'est un salon qui a été repositionné, qui a aussi bénéficié d'un effet d'opportunité parce qu'il y avait un salon concurrent qui était en train de pas aller très bien. Donc voilà, il y a eu aussi toute une réflexion aussi stratégique autour de ce marché. Et donc du coup, est-ce que tu penses que l'inbound marketing peut servir un salon pour justement arriver à se positionner Pour moi c'est incontournable. Il faut absolument qu'on y arrive. Alors, c'est compliqué parce que ça demande des nouvelles compétences qu'il faut faire rentrer. Ça demande aussi des vrais changements dans la façon de penser le salon. Ça veut dire c'est aussi des réallocations budgétaires. Là où on fait un peu ce côté millefeuille, où on fait un peu d'affichage, un peu de ci, un peu de ça. À un moment donné, c'est de dire ça je le fais plus. Et puis je rebascule du budget parce qu'on n'a pas des budgets qui vont à l'infini. Donc c'est des choix en fait, et puis des tests. En fait, c'est ça aussi, c'est que au même titre qu'aujourd'hui on fait, on va dire maintenant quasiment tous les salons font du référencement payant, donc des campagnes AdWords, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans, même si ça paraît aberrant. Toute cette approche de production de contenu, on va de toute façon devoir y venir. AdWords, c'est ce qu'on pourrait appeler du SEA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. C'est tout ce qui est payant. Ouais. Mais là, du coup, c'est que tu achètes des mots-clés, etc. Mais bon, il y a encore 4 ans, je crois qu'il y avait un bâtiment qui avait commencé à en faire. Puis petit à petit, ils ont dit que ça marchait. Et maintenant, quasiment tous les salons en font. Je dis quasiment. Parce qu'on sait que ça devient incontournable. Mais de la même façon, l'inbound marketing... C'est un gros budget, l'AdWords C'est très variable. C'est pas des gros budgets. Non, c'est pas des gros budgets aujourd'hui. On a des budgets à 5 000 €. Donc avec 5 000 €, tu fais pas grand-chose. Ok. Après, tu as des budgets qui sont plus importants. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, les salons commencent à investir, et ça a été le cas, par exemple, bâtiment. Ils ont commencé par peut-être 2 000 ou 5 000, et puis maintenant, c'est des enveloppes à 10 000, 15 000. Après, tout dépend aussi du salon, du salon dont on parle. Quand c'est des salons beaucoup plus importants comme Piscine, par exemple, ils sont sur des budgets à 12 000, 13 000, 15 000 €. Mais bon, ça reste anecdotique. Mais après, c'est pas tellement important. C'est pas tellement important. Et on n'a pas encore trouvé la recette de cuisine qui fonctionne bien parce que finalement c'est un outil qu'on utilise depuis peu. Alors aujourd'hui, on a Théophane que tu as peut-être rencontré, donc et lui, justement, il est plus SEO, etc. Il est deux parce qu'il a fait quand même beaucoup de campagnes AdWords, etc. Donc il connaît très bien l'outil. Mais pour le coup, justement, qui apporte aussi une vraie expertise sur ce sujet-là, parce qu'avant, en fait, on donnait une enveloppe à une société, on regardait pas trop ce qui se passait, puis on se dit c'est bon, tout roule. Voilà. Maintenant, on regarde aussi beaucoup plus les KPIs, on regarde beaucoup plus quand on investit 1 euro, ce que ça rapporte. Donc voilà, donc on se professionnalise dans notre approche. Okay. C'est vrai que ce que j'ai pu comprendre, c'est que, en tout cas même dans le monde de l'événementiel de manière générale, on pense ticket d'entrée, combien je dépensais, combien je gagnais, puis on tend un peu à évoluer, à sortir cette logique un peu primaire, petit à petit. Alors, tu m'as dit, il faut des nouvelles compétences, il faut valoriser de nouvelles compétences. Quelles sont ces compétences en fait C'est de l'animation. Alors, je dirais c'est essentiellement des compétences digitales et des compétences data aussi qui sont de plus en plus importantes, parce qu'aujourd'hui on a dans pas mal de départements on a plutôt des compétences communication et des profils plutôt généralistes mais pas spécialisés, c'est-à-dire des vrais profils marketing. Quand je dis marketing, qui ont
qui ont fait une école de marketing, je dis pas une école de commerce généraliste, qui ont vraiment fait du marketing, qui ont fait du digital, il n'y en a pas beaucoup en fait. Donc ça, c'est des compétences qu'il faut qu'on fasse rentrer, qu'on développe aussi, parce que ça s'acquiert. Et puis sur le digital, c'est du community management, c'est du content management, des fonctions aujourd'hui qui sont occupées alors soit par des prestataires, soit par des stagiaires, mais sur lesquels on ne capitalise pas. Ou tout du moins, c'est des personnes finalement qui sont de passage, donc finalement ils ont une certaine expérience. Ils font leur mission, puis après ils partent, et quelque part on ne capitalise pas dessus. Puis après, on repart à zéro à chaque fois. Et on repart à zéro à chaque fois. Et on part aussi sur des pratiques, parce que c'est très particulier, je pense, au monde de l'événementiel. C'est qu'on a tendance à répéter ce qu'on a fait. Donc finalement on se rassure, on reprend le plan de l'année dernière, on fait copier-coller, on modifie 2-3 trucs, mais on n'est pas vraiment dans une logique d'innovation. Je ne dis pas qu'il faut tout bousculer, mais à un moment donné, il faut aussi repenser notre façon de... Est-ce que tu penses que la solution, justement, elle est un peu dans cette hybridation entre conférences et salons, où justement la conférence, les conférences, le contenu qui est produit, permet après de mener une stratégie de contenu, etc., et de développer... en tous les cas, il y a un vrai levier à actionner parce que beaucoup de salons font des conférences, mais des conférences qui sont gratuites, donc qui ne sont pas valorisées pour le coup. Moi, je me souviens dans la conférence, on travaillait avec des organisateurs de salons, mais pour le coup, on était payé par l'organisateur de salon pour mettre en place cette conférence, mais avec des conférenciers payants aussi. Donc il y avait en fait toute une partie business. Alors nous, on travaille en sous-traitance, on va dire. C'était pas notre cœur de métier, mais ça arrivait. Et aujourd'hui, en fait, on fait des conférences, mais on valorise pas, en fait. On valorise pas. Alors, on le fait parce que c'est, je sais pas, il doit être écrit dans un grand livre que sur un salon, tu dois faire des conférences. C'est vrai que ça paraît assez logique, mais peut-être qu'on capitalise pas assez. Pourtant, il y a beaucoup d'énergie qui sont faites. Je vois sur un département comme, on va dire, bien-être, il y a 2 personnes qui travaillent sur ce contenu, etc., qui sont de qualité. Je pense que dans le département bâtiment, il y a aussi des conférences. Alors moi j'assiste pas à ces conférences parce que ça me dit rien, mais par exemple je vois, pour avoir assisté aux conférences Connext, je vois qu'il y a énormément de conférences qui sont mises en place, qui sont souvent de bonne qualité, et en fait on communique. Alors s'il y a une communication qui est faite, mais derrière on ne capitalise pas, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien justement reprendre ces actes, les mettre après en ligne, faire une espèce de bibliothèque de connaissances. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à imaginer derrière pour valoriser ce contenu, mais bien entendu c'est du travail. Et en fait aller charger une communication, on va dire moi mon truc c'est une fois que le salon est terminé, je pense déjà au prochain, et cette approche là j'ai pas le temps de le faire, ou il y a vraiment une logique de où est-ce que je mets mon énergie et qu'est-ce que ça peut me rapporter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, sur cette production de contenu et ce qu'elle peut apporter, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas testé et ça n'a pas fait ses preuves, donc forcément on ne met pas de moyens dessus en fait. C'est vrai que l'inbound de manière générale, le retour sur investissement est un peu plus subtil, un peu plus dur. Et puis c'est long, c'est à long terme, c'est plus long terme, c'est à très long terme. Mais à un moment donné, dans une logique où avant, en fait dans le marketing de papa, on va dire, et que ça c'était le marketing qu'on faisait sur les salons, c'est qu'avant tu louais du fichier, tu achetais du fichier, tu balançais des mailings, tu balançais des emails, tu balançais du fax, et puis les gens ils venaient. Voilà. T'achetais du fichier. Maintenant on n'achète plus de fichiers, parce qu'en fait les fichiers, ça ne vaut plus rien en fait. Les fichiers que tu peux voir chez les brokers, etc., c'est tout des compilations de données qui n'ont aucune valeur en fait. On s'aperçoit que, et c'est pour ça que je disais aussi qu'il y a des notions de profil data, et que on s'aperçoit aussi que un des principaux une de nos richesses sur les salons, c'est finalement ce visitorat et la donnée qu'on peut collecter auprès de notre visitorat. Parce que, faut pas se leurrer, mais la plupart de nos bases de données aujourd'hui sont générées à partir de nos anciens visiteurs. Donc finalement, c'est la quintessence de notre data aujourd'hui. Et on loue très peu, ou on fait très peu d'achat de fichiers.
Ok. Parce qu'en fait, tous les derniers retours qu'on a pu voir, c'est que ces données, elles sont très mal qualifiées. En plus, il y a tout le contexte RGPD aujourd'hui, notamment en emailing, où la plupart c'est pas opt-in, où en fait ça a été capté on ne sait pas où, Ouais. et avec des résultats qui sont minables. Ok. Donc il y a aussi toute cette... et c'est pour ça que l'inbound marketing permet en fait derrière la volonté, c'est je collecte de la data, je génère des... En fait, si je faisais un le parcours client, c'est... je mets du contenu, donc ça c'est mon hameçon, je vais collecter en fait de la donnée, cette donnée je vais la transformer, ça mes leads, je vais la qualifier, et puis après en fait une fois qu'elle est qualifiée, je vais vraiment pouvoir lui adresser un message ultra pertinent. Ok. Éventuellement, le transformer ces personnes Et le en clients. transformer en client, en visiteur, en exposant éventuellement. Ok. Donc, bon, là, on a quand même vu pas mal tout ce qui était salon. Toi, tu me disais, tu as fait de la conf, mais maintenant, ça commence à dater un petit peu, c'est ça? Ah bah oui, ça fait bien faire plus de 15 ans maintenant. Ok. C'est un milieu que tu connais quand même un petit peu encore? Tu as encore des contacts là-dedans? Plus de contacts. Non. Ok. Alors du coup, est-ce qu'il y a des choses un petit peu que tu pourrais agréger, ajouter sur un petit peu ce que tu sais du monde de la conférence, sur ce que tu m'as dit, un peu des différences fondamentales, etc., sur les stratégies qui sont à mener ou... Non, comme je te disais, c'est que le marché de la conférence, en fait, il a vraiment eu ses heures de gloire, parce que tu avais, notamment en France, avec beaucoup d'acteurs. En concurrence frontale, tu as beaucoup d'éditeurs aussi qui se sont mis sur la conférence, parce que c'était un peu, une conférence un peu sur n'importe quoi, tu avais des visiteurs qui venaient et qui payaient. Il s'est vraiment complètement restructuré. Aujourd'hui, à ma connaissance, tu ne dois plus avoir beaucoup d'acteurs. Même les rencontres d'affaires, ça a été racheté par... mais je ne sais même plus si ça existe encore. D'ailleurs, dans la boîte où j'étais, édition VK, ils avaient racheté les rencontres d'affaires, qui était un des derniers acteurs de la conférence en France. Ok. La plupart des acteurs, traditionnellement, c'est des acteurs anglo-saxons. Et ce marché, en fait, il a vraiment périclité, parce qu'avant, en fait, les gens ils venaient sur les conférences pour écouter un contenu, certes, mais d'abord pour se rencontrer, pour échanger des cartes de visite. Okay. Moi, je vois quand on faisait des conférences dans les télécoms, en fait, les types ils s'échangeaient leurs cartes de visite, et puis après ils passaient d'une société à l'autre. En fait, c'était ça la finalité intrinsèque de la conférence, si ce n'est aussi d'être un peu en veille au marché. C'était un lieu de rencontre. Comme un salon, un peu comme un salon, mais par contre mais surtout sur des populations, c'était que des DG, des directeurs techniques, donc tu sais que ton homologue, c'est soit ton concurrent direct, soit ton futur employeur, en fait. Okay. Dans un salon, c'est beaucoup plus large, parce que une conférence, un congrès, tu vas avoir 200, 500 personnes, alors peut-être 1000 ou 2000, mais c'est un peu, on va dire, la spécificité anglo-saxonne. Sur un salon, tu es tout de suite à 5 000, 10 000, 20 000 personnes, ou 30 000. Et on est plutôt sur des échanges commerciaux, parce que finalement je rencontre un exposant et mon but c'est de faire du business dans la conférence, et finalement je viens pour rencontrer, pour m'informer, puis de dire tiens, je passe ma carte de visite et je vais proposer de la prestation, mais c'est très unipersonnel en fait. On n'est pas sur le même type de relation. Okay. Et je pense qu'en fait, avec tous les réseaux type LinkedIn, etc., la conférence en fait a beaucoup moins de sens. En plus, aujourd'hui, tu as beaucoup de webinars, tu peux te tenir informé sur des sujets même très techniques beaucoup plus facilement avec le digital que tu ne pouvais il y a quelques années. Je pense aussi que ceci explique cela. Après, tu as des grandes messes, alors les TED, le World, ça c'est plus le World Congress, mais le Mobile Congress, c'est t'as toujours cette grande partie conférence, mais c'est surtout que tu as tous les gros constructeurs qui viennent. Maintenant, c'est devenu le rendez-vous incontournable, qui fait que tu as tous les constructeurs qui viennent présenter leurs nouveautés, et voilà. Tu ne peux pas ne pas y être, en fait. Ok. Mais en fin de compte, il y a une idée là maintenant qui me vient en tête, c'est d'autres discussions. Finalement, la conférence, tu crées de la propriété intellectuelle avec ça.
à partir du moment où tu as une propriété intellectuelle, tu peux aussi la vendre, la commercialiser, etc. Via un salon par exemple. Tu fais des conférences, tu crées de la propriété intellectuelle, tu peux en tirer, tu penses d'une manière ou d'une autre, un bénéfice direct pour... En fait, la conférence, tu viens pour informer, pour t'informer et surtout pour échanger. Le congrès, enfin le salon, tu viens pour acheter. Enfin, tu viens pour t'informer, faire un peu ta veille marché, mais le but, c'est quand même, si tu vas sur un congrès, sur un salon, pardon, c'est que tu vas voir un exposant, dire tiens, lui il fait, j'ai un projet en tête, il va y répondre et après je le recontacterai. Ou soit je fais le business sur le salon même, donc ça serait génial pour nous. C'est pour ça qu'on fait nos petits ateliers là, tu sais, comment on appelle ça là, je vais dire, c'est pas les rencontres d'affaires, mais on fait des business meetings là, où, à un moment donné on met en relation exposants et visiteurs en direct, là où on fait du phoning avant, tu c'est un peu ce que je fais en fait, hein, je leur explique voilà, exactement. Mais ça je hameçonne beaucoup les personnes que j'ai au téléphone, en leur expliquant tout ça, etc. Déjà ça les branche pas mal parce qu'ils y voient leur intérêt direct. Et c'est vraiment quelque chose que s'il y avait moyen d'apporter plus de features avec ça, ça pourrait se vendre comme des petits pains. Enfin bon, ça c'est un peu en dehors de l'interview, mais en tout cas moi de mon retour d'expérience, pour mes 5 jours de calling que j'ai fait, c'est que généralement les gens, je leur explique un peu la plateforme exposant, je leur parle de ça, ils commencent un petit peu à être intéressés par ce que je dis, puis après je peux éventuellement leur dire pas de contact, vous avez ci, vous avez ça, blablabla quoi. Mais au final il n'y a pas tant de produits vendus dans les salons qui sont liés un peu à... Non, et en fait c'est ça qui est assez... mais après c'est toute une réflexion sur le business du salon, c'est-à-dire que jusqu'à présent le business du salon c'était les exposants. Après on s'est dit oui, mais pour qu'il y ait des exposants et qu'il y en ait de plus en plus, il faut qu'on ait des visiteurs de qualité, donc c'est pour ça qu'à un moment donné on s'est intéressé un peu plus sur les visiteurs et qu'on s'est mis en place, parce que ça fait que 4 ans qu'on a vraiment une base de données unifiée sur les visiteurs, hein, c'est pas... Tu vois, ça veut dire que quelque part on a fait quand même du chemin. Mais derrière il y a certainement plein de services à imaginer autour. Enfin, à un moment, tu as 2 populations qui se rencontrent de façon massive en un lieu. Il y a toute une logique d'accompagnement et un certain nombre de services à valeur ajoutée qu'on pourrait proposer autour. Voilà, après, à un moment donné, il faut aussi choisir ses combats, mais exactement, on ne peut pas tout faire. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. Alors, il y a encore plus de leviers peut-être à actionner en B2C qu'en B2B. Oui, parce qu'en B2C, tu peux te dire que tu es sur des communautés, à un moment donné, tu peux faire... aujourd'hui, on fait très peu, mais on pourrait très bien imaginer des produits dérivés. Enfin, tu vois, tu peux... à un moment donné, quand tu es sur une logique de centre d'intérêt, les gens, en fait, ils sont prêts à sortir le porte-monnaie. Il y a vraiment... quand tu es sur des passions, notamment... le type il est prêt à mettre 200 € parce qu'à un moment donné il va avoir le bon produit au bon moment, dans un bon contexte, il va même être prêt à se déguiser, enfin tu peux imaginer plein de choses en fait autour de ça. En B2B moins forcément, mais encore qu'il y a plein de choses. En B2B les montants sont aussi différents en général. Les montants sont différents, il y a certainement d'autres services à imaginer autour de la visite salon, puisque finalement on est beaucoup sur l'instantané, c'est au moment, mais il y a l'avant, il y a le pendant, et puis il y a l'après. Et aujourd'hui on a quand même pas mal de réflexions, plus en haute sphère, mais de se dire finalement c'est notre leitmotiv, c'est faire rencontrer les gens, mais il y a avant. Qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on valorise en fait cette audience pendant le salon. Oui, là tu as les exposants qui rencontrent, qui vont faire du business, et puis après qu'est-ce qui va se passer. Et quand tu as des salons qui ont des périodicités de 2 ans, c'est quand même dommage d'avoir rassemblé, quand tu prends un Sierra, tu as 200 000 personnes qui viennent, à un moment donné c'est une audience, c'est énorme. Et alors je dis pas qu'on leur dit rien entre temps, mais peut-être que pendant au moins 7-8 mois, ils vont plus entendre parler de nous. Ils vont venir sur le salon, leur dire merci, c'était super, un petit blog ou une petite newsletter, et puis c'est tout. Tu vois, donc, alors que tu te dis, il y a quand même 200 000 personnes qui sont venues, il y a certainement d'autres choses à imaginer. C'est ça. Comment exploiter en fin de compte la venue sur un événement, le contenu qui est produit sur la durée. Comment exploiter une audience en fait.
clairement, c'est des vraies réflexions dans le monde de l'édition qu'on s'est posées, parce que quand tu dis tu as une audience à un moment donné, cette audience, elle est valorisée. Alors nous, on faisait payer notre contenu, mais donc tu as tes abonnés. Ouais. Mais aussi, à un moment donné, cette audience-là, c'est quand même logique. En plus, elle est hyper ciblée, parce qu'elle est sur une thématique, on va faire de la publicité. Tu vois, enfin, tu as tout qui va avec, en fait, derrière. Nous, il y a certainement, on part de business qu'on ne fait pas, mais qu'on pourrait très bien dire, on a 200 000 restaurateurs qui viennent. Enfin, c'est une audience qui est hyper pertinente, qui pourrait être vendue, pour le coup. Alors, on la vend au moment donné du salon, auprès des exposants, mais il y en a plein d'autres qui seraient intéressés. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est que finalement, moi, je vends des espaces publicitaires, finalement, sur le salon, mais en fin de compte, je le vends aux exposants, alors que c'est peut-être pas les exposants qui seraient intéressés d'avoir, par exemple, souvent, ils ont un budget qui est un peu limité, ils peuvent difficilement mettre 3 000 € pour avoir, sur 5 panneaux, leur logo, alors que d'autres organismes plus gros pourraient être intéressés pour avoir une vraie visibilité sur... Ouais, après, ça peut être du sponsoring, ça peut être plein de choses. Après, c'est vrai que c'est quand même assez cohérent que si tu as des pancartes partout avec le nom d'une société qui n'est pas présente sur le salon, ça fait un peu bizarre, quoi. Ouais. Mais il y a des choses, il y a des vraies choses à imaginer. J'ai pas la solution, hein, mais par contre, je pense que dans le produit de notre business model qui repose aujourd'hui sur cette approche exposant visiteur, il y a des choses à réfléchir. Typiquement, en B2B, le visiteur, on ne le fait pas payer. C'est gratuit, en fait, parce que c'est un peu la tradition en France, on ne fait pas la visite. Dans les pays anglo-saxons, tu vas sur un salon B2B, tu payes, quoi. Ouais. Donc, c'est très différent. Et finalement aussi... après, c'est variable, mais par exemple, prends le Mobile World Congress, pour les visiter, tu payes presque 1000 balles, quoi. Ah oui. Donc je dis 1000 balles, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être 500, mais même 500 €. Mais alors du coup, on sort un petit peu de la distinction qui m'a été faite plusieurs fois qu'entre la conférence et le salon, finalement, la vraie différence, c'est que le visiteur paye ou l'exposant paye, quoi. Moi, en fait, ce que j'ai tendance à penser, c'est que si à un moment donné, tu proposes un produit qui est exclusif, avec un contenu à vraie valeur ajoutée, les gens, ils vont payer. En fait, c'est ça le truc. Et que je pense que la crainte qu'on a souvent, c'est de dire, on va pas faire de remplissage, on va pas faire venir assez de personnes. Et du coup, au moment où on ouvre les vannes et on fait... Mais l'expérience montre aussi que, et ça notamment dans le B2C, c'est que quand tu fais du gratuit, en fait, ton produit n'a plus de valeur. Mais c'est logique. Et aujourd'hui, c'est tout le business, même sur Internet, où tout est gratuit. Tu vois que tu as plein de sites Internet qui se pètent la figure parce que, à un moment donné, tout gratuit, c'est bien, mais produire du contenu, ça coûte. Ça coûte de l'argent. Et à un moment donné, alors donc tu as des sites qui commencent à se positionner, à te faire, tu as des logiques premium, etc. Alors je sais pas si ça marche très bien, mais il y a une vraie réflexion en fait là-dessus. Et clairement, ce qu'on voit, alors je me remets sur le prisme B2C, mais quand tu commences à avoir un salon B2C et que tu ne fais pas payer, mais les gens ils paieront jamais. Ils diront attends, je ne vois pas pourquoi je vais payer. J'ai pas payé l'année dernière, je ne vais pas payer demain. Mais oui, c'est ça. Tu dis je fais ça. De toute façon, ça me coûte rien. Bon, si le déplacement, alors si c'est leur expo, c'est un peu casse-pied, mais voilà. Alors que si tu as un salon où en fait tu as une billetterie avec des exclus et qu'à un moment donné tu as toujours été habitué à payer, tu payes. Quand tu vas au cinéma, tu payes. Si par contre demain on te dit tu vas au pâté et c'est gratuit, tu dis je vois pas pourquoi maintenant je vais te payer. Enfin, tu vois, c'est une question d'habitude aussi. Et quelque part, tu vas aussi au cinéma parce que tu as une expérience, parce que tu as le film avant tout le monde et qu'il n'est pas encore diffusé sur Internet. Enfin, quoique, des fois maintenant c'est. Mais bon. Il y a le grand écran. Voilà, tu as le grand écran. Et c'est une expérience. Et d'ailleurs, le monde du cinéma a aussi beaucoup évolué dans ce. Là, avant, tu allais dans les salles miteuses, maintenant, tu as le son Dolby, tu as tout un contexte. IMAX, etc. Tu as l'IMAX, tu as la 3D. Et d'ailleurs, la 3D, ça te coûte un bras, parce que ça te coûte beaucoup plus cher. Mais ça n'a pas tellement pris, j'ai l'impression. Ça n'a pas beaucoup pris, mais ça fait quand même bien augmenter la valeur du panier moyen. Et quand tu regardes le média cinéma, c'est très étonnant, c'est un des médias qui se porte le mieux. Donc c'est assez intéressant de voir, si tu te mets dans un prisme, on est un média, en fait, de se dire, tiens, y a des médias qui se pètent la figure, la presse écrite, typiquement, parce que aujourd'hui, qui achète un journal, dans nos générations, moi j'achète plus de journal, c'est fini, je regarde sur Internet.
Donc tu as Le Monde, etc., qui ont bien pris, mais qui l'ont pris très tôt, qui ont perdu beaucoup d'argent et qui ont investi. Et tu as d'autres médias, en fait, comme le média cinéma, on se disait il va crever parce que tu as le streaming, tu as le téléchargement, et finalement ça se porte bien. Ouais. Donc c'est intéressant en fait d'avoir ce prisme-là, de se dire. C'est vrai que j'avais vu des études qui disaient que finalement le streaming et puis le piratage n'avaient pas forcément d'impact négatif sur la vente de tickets, parce que c'était juste pas les mêmes personnes en fait. Ou en fait c'est les mêmes personnes, mais finalement à un moment donné, quand tu aimes le cinéma, tu te dis tiens, il y a un film, j'ai envie de le voir dans le contexte cinéma. Ok, donc on est un peu sorti du sujet. Ouais, on est un peu sorti du sujet, mais c'est intéressant quand même à titre personnel. C'est des sujets qui m'intéressent. Donc l'inbound marketing, toi tous les outils un peu qui sont liés à ça, c'est-à-dire call to action, lead nurturing, fidélisation du client, SEM, stratégie de contenu, lead scoring, tout ça, tu touches un peu à ça dans ton taf ou pas trop? Alors un peu moins parce que moi je suis plutôt vraiment sur l'approche CRM, plus outils, support des équipes. Ok, CRM, Customer Relationship Management. Ouais, enfin sur l'outil Artemis en fait. Okay. Moi j'étais embauché pour mettre en place le projet Artemis. Donc, ok, qu'est-ce que c'est en fait? Moi j'en ai pas vraiment entendu parler. C'est qu'en fait avant tu n'avais pas d'outils pour gérer la base de données, pour gérer en fait les campagnes visiteurs. En fait on a un outil EBMS aujourd'hui. Qui n'est pas un CRM d'ailleurs, c'est un espèce de RP où tu stockes des éléments, mais qui ne te permet pas d'envoyer des campagnes, qui ne te permet pas de traquer la performance de tes campagnes. Voilà. C'est un peu une grosse base de données où tu cherches ton client et ça mixe un peu quand même beaucoup de cartes de visite, tu rentres, tu ressors, etc. T'appelles, etc. C'est pas tellement automatisé, j'ai l'impression. Non, c'est, alors maintenant là on va passer sur une nouvelle version qui est quand même beaucoup plus dans l'air du temps et qui va répondre à un certain besoin, mais ça n'empêche pas que c'est pas un CRM. Tu peux pas. Alors tu peux créer des campagnes, mais tu peux pas dire j'envoie ma campagne, je regarde sur mon visiteur, enfin une espèce de vision 360 degrés. Tu dis il a reçu le message, il a ouvert, il a pas ouvert, je le relance s'il a pas ouvert. Enfin voilà, tu peux pas avoir ça en lecture et on ne l'aura pas aujourd'hui, même avec la V30. L'objectif de l'outil Artemis, c'était en fait d'avoir un outil, une base de données unifiée, parce que chacun en fait avait son fichier Excel dans son coin avec ses visiteurs. Alors encore sur Lyon, ils s'étaient pas trop mal desservis parce qu'ils avaient un outil qui était un vieil outil AS400, mais qui avait quand même cette logique de base de données visiteurs, mais qui n'était pas un CRM en fait. C'était plutôt une base de données en fait. Après tu faisais des extracts et tu envoyais tes campagnes en passant par un prestataire. Là en fait avec un outil, on est sur un outil CRM Salesforce, en fait, un peu la référence dans les CRM, qui permet d'avoir un référentiel client, visiteur, avec une vision il a participé à telle ou telle campagne, il a tel critère, tout ce qu'on coche dans le formulaire, tout ça c'est dans le CRM. On a aussi toute la gestion des campagnes, c'est-à-dire je fais ma campagne, je croise tous mes critères et je vois il a ouvert, il n'a pas ouvert, j'historise mes campagnes, j'ai cette vision 360 qui n'est pas forcément fonctionnelle à 100% parce que le besoin est exprimé il y a 4 ans et là on va évoluer. On va passer sur une V2 là prochainement. Mais en tous les cas, on a fait quand même un grand saut par rapport à ce qui existait, où avant, on travaillait avec des prestataires qui faisaient on ne sait pas quoi d'ailleurs. C'était des fichiers Excel, alors le RGPD, ça on ne savait pas ce que c'était. Voilà, donc là déjà on RGPD. a... RGPD c'est tout ce qui est respect de la réglementation CNIL, des données, des données et autres. Dernier point que je voulais un peu aborder sur l'interview. Bon, vu qu'on a un peu vagabondé, c'est un petit peu plus sur ce qui est gestion de la performance et indicateurs de performance. Un petit peu au sein de l'entreprise, toutes ces stratégies-là, comment tu les mesures, leur impact, etc. Avec quels KPIs Alors aujourd'hui sur les KPIs de performance, déjà on n'est pas dans une culture de la performance marketing en fait. Je dis, on était plutôt avant sur une approche mass média. La culture de la performance en fait on la développe parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de lisibilité sur ces performances. C'est-à-dire qu'avant on passait par des prestataires, chacun avec ses petits tableaux.
regarder ou pas les résultats de ces campagnes. C'est-à-dire que en fait, le but, c'est j'ai envoyé ma campagne et j'ai envoyé ma campagne. Ouais. Maintenant, on est quand même beaucoup plus sur combien... Surtout avec le digital, que maintenant, avec tous ces outils, on a quand même des mesures fines. On a des mesures. Alors, on est quand même encore beaucoup sur cette logique campagne push. Ouais. J'envoie ma campagne. L'email a quand même un poids très important aujourd'hui. Alors, à juste titre, parce que ça génère quand même beaucoup de préenregistrés et de visiteurs derrière. Donc on va dire que les KPI standards qui vont être les taux d'ouverture, taux de clic, etc. Maintenant aujourd'hui c'est maîtrisé, ce qui n'était pas encore le cas il y a 4 ans. Okay. Dans certains départements encore, je fais une généralité, mais certains départements oui, tu prends l'agro, tu prends le bâtiment, ils regardaient ces éléments-là. Mais dans d'autres départements, j'envoyais ma campagne, même sur 100 personnes, ça ne me gênait pas. Ouais. Voilà. Quand tu sais que tu as un taux de clic à 1%, bon, en gros, tu envoies 100 messages, tu aurais pris ton téléphone, tu aurais appelé la personne, c'était le même résultat. Ouais. Donc il y a aussi des vraies questions, mais qui sont toujours aujourd'hui quand même un peu dans cette tradition de dire, quand j'envoie un email, je pense performance, mais en gros, j'envoie un message. Il y a quand même toujours cette logique de communication. En fait. Ouais. Donc ça, de plus en plus on évolue, mais il y a encore un peu des réfractaires, on va dire. Au changement. Ouais. Enfin, c'est pas au changement, mais c'est tu rétropédales des fois. Après, pour tout ce qui est culture du digital, alors là, moi je pourrais moins t'en parler que Théophane, mais on est pour moi dans les prémices là. Mais en fait, les données, tu vois, les stats de suivi de trafic sur les sites internet, tout ce qui va être des trucs tout cons, un taux de rebond sur mon site, on regarde pas ou peu. On n'a pas de référence en fait. C'est entre un site comme Equita qui va faire 10 000 visites et un autre site, Idée Créative. Alors, Equita, c'est 150 000 visiteurs. Hein. Ouais. Et 10 000 visites pour 150 000 visiteurs. Voilà. Et à côté de ça, un Idée Créative, 8 000 visiteurs et tu as 10 000 visites aussi. Enfin, tu vois, c'est questionnant. Tu te dis, ouais, mais du coup, c'est bon, c'est pas bon. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, alors tu as des chiffres qui sont tenus, mais en fait la lecture et finalement un peu l'évangélisation et de donner les bons repères. Alors moi sur la partie CRM, sur la partie performance campagne, mon rôle est là, mais le rôle notamment de Théophane, il va être aussi d'évangéliser un peu toute cette partie-là. Évangéliser, ça veut dire quoi? Extraire l'essence? Éduquer, puis de dire à un moment donné, oui, un taux d'ouverture à 10%, c'est pas bon en email. Parce que tu as des référents marché qui te disent un taux d'ouverture c'est plutôt 20% B2B. Voilà. Ouais. Et encore, t'en as qui vont dire non, mais 15% c'est bien. Alors, oui et non. Oui sur du pur prospect, sur des anciens visiteurs, non. Okay. Enfin, tu vois, t'as des clés de lecture là-dessus. Alors aujourd'hui, je pense que ça, c'est maintenant globalement bien maîtrisé dans les équipes. Encore quand tu as des nouveaux qui commencent à faire, faut leur répéter la même chose. Et surtout ces volets digitaux, aujourd'hui, on apprend en même temps qu'on fait en fait. Ok. Voilà, donc, c'est par tâtonnement. C'est par tâtonnement. C'est comme ça qu'on apprend un petit peu. Ouais. Mais par contre, je pense qu'on est très en retard par rapport à d'autres peut-être pas par rapport à des acteurs dans l'événementiel, mais par rapport à des sociétés qui font du e-commerce ou autre. Voilà, on est complètement dans les choux. C'est ça exactement, parce que l'inbound théorisé sous la forme vraiment e-commerce. Mais tout le monde a entendu parler ça en fait. Voilà, là, tu dis l'inbound, tout le monde dit ouais c'est super, etc. Mais aujourd'hui, personne n'en fait chez nous. Moi je trouve que c'est dommage. C'est ça, parce que c'est matérialisé par un funnel de conversion, tout est très carré. Mais ça se cale, c'est fait pour du e-commerce en fin de compte, un petit peu. T'as l'impression que c'est difficile à retranscrire ce paradigme-là, le retranscrire sur le business model d'un salon, c'est très compliqué. En fait, je pense pas que ce soit, c'est pas compliqué à te retranscrire, c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre en fait. Parce que créer un livre blanc, du contenu on en a, on peut en faire. À un moment tu mandates une agence, tu mets un ticket de 3 000 €, tu as un beau livre blanc, après c'est comment tu l'exploites, c'est comment dire, et encore, c'est le saut. En fait,
quand je disais le bâtiment a été un peu précurseur sur l'approche de faire des campagnes Google AdWords et autres, parce que tu avais quelqu'un comme Magali, comme Florence, qui ont impulsé ça, qui disaient mais il faut qu'on le fasse. Donc à un moment donné, ils se sont fait violence, ils ont trouvé l'agence, voilà, ils l'ont mis en œuvre. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait. Voilà. Et puis finalement, ils ont... Il n'y a pas cette culture-là aussi dans le monde de l'événementiel, quoi. Non. Comme tu me le disais avant, c'est la culture plus de je regarde le truc de l'année dernière et puis... Moi, je me souviens quand j'étais dans la conférence, en fait, en gros, on ne cessait de nous répéter, moi j'étais chargé marketing, c'est test, 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 test. Parce que si tu as fait une campagne, tu dois toujours tester. Tu as très peu de tests en fait qui sont faits. Aujourd'hui, on fait un peu, on reprend, copie-colle et je refais. Puis j'ai testé une petite cible là, mais l'A/B testing, on en fait très peu. Tu vois, même dans des campagnes email, on en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Tu testes des objets, tu testes des contenus d'email, mais derrière tout ça en fait c'est une vraie façon d'aborder la chose. C'est ah ouais mais attention parce que si je teste, ça veut dire que je fais 2 campagnes, je fais 2 opérations, je fais 2 cibles. Si je teste 2 contenus, ça veut dire qu'il faut que je fasse 2 messages, donc c'est 2 fois plus de boulot. Voilà. Et en fait on n'est pas dans cette culture du test. Les anglo-saxons, ils sont complètement dans cette culture-là. Ils sont tout le temps dans la logique, je me remets tout le temps en question. Donc plus qu'une... Nous, on est plutôt dans la logique. En fait, on est plutôt dans la logique. J'ai une recette de cuisine, je l'applique. Jusqu'à épuisement. Jusqu'à l'écœurement. Pour avoir travaillé dans des boîtes anglo-saxonnes, eux, ils sont dans la logique. Tu te remets tout le temps en question. Ce que tu as fait à un moment donné n'est plus vrai le lendemain, en fait. Alors après, c'est assez... c'est une vraie mentalité. C'est une vraie d'esprit. Et tout, en fait, du management jusqu'au opérationnel, est dans cette... va dans cette logique. Est-ce que tu penses pas que... c'est vrai que finalement c'est un peu les anglo-saxons en même temps qui ont inventé le marketing et tout ça. Et est-ce que nous avec notre culture française on n'est pas un petit peu on sera toujours suiveur dans cette histoire, on n'a pas peut-être quelque chose une essence à valoriser un peu différente dans notre façon de faire, etc., qui peut justement nous rendre meilleurs sur certains points que les anglo-saxons? En fait je sais pas si... oui, forcément, le marketing, c'est la culture de... toutes ces approches, inbound marketing, tout ça, parce qu'ils sont forcément plus en avance que nous. Après, on n'est pas cantonné à toujours répéter la même chose, en fait. Après, je pense que c'est un état d'esprit. Et tu as certaines personnes qui sont très bien, qui sont en capacité d'innover, mais il faut que ce soit motivé à tous les points de vue. Il faut que ce soit aussi quelque part un vrai input qui vienne même de la direction même de l'entreprise, en fait, qui soit dans cette logique-là. Alors ça change, le GL Event c'est en train de changer, en train de se remettre en cause, en train de se dire le business des salons c'est bien gentil mais c'est en train de changer. Donc il y a un peu une prise de conscience très très haut en haut. Qui redescend petit à petit, mais après c'est un mammouth et avec une complexité qui est que GL Event c'est une constitution de tas de petites sociétés. C'est ça, en fait. Le département bâtiment n'est pas organisé, structuré comme le bâtiment, l'agro. Donc le mode de fonctionnement fait que tu as une vraie inertie en fait. Tu as une inertie dans pour faire bouger les choses. Ce qui pourrait être une vraie approche, c'est de se dire, à un moment donné, il y a un peu un mode labo où on met des chargés marketing, des chargés communication, et on leur demande d'innover quelque part, de tester de nouveaux, avec un budget. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça marche. Bon, en tout cas, pour l'interview, j'ai peut-être une ou deux questions, mais plus à titre perso, ou de conseils pour mon taf, en fait. Mais en tout cas, merci pour ton temps, déjà. C'est chouette. Je suis content parce que tout ce que tu m'as dit, franchement, c'est des choses que j'avais pas encore entendues plus que ça, donc ce sera retranscrit en texte et intégré dans mon mémoire. Après, moi, ce qu'il me faudrait, ce serait plus d'infos sur tout ce qui est congrès. Malgré tout, je suis un peu à la recherche de ça.
Ouais. Parce que c'est vrai que sur Salon, ben là, ici, j'ai un peu la mine d'or. J'envoie un mail, je peux interroger, j'envoie un mail, je peux interroger. Je vais monter chez Live, là, demain après-demain, Ouais. avec, mince, j'ai oublié son nom, Florence? Non, je suis pas sûr. Florence Monteau? Ouais, la dame la dame blonde qui est au bureau tout en haut là-bas au fond, et qui gère en fait les congrès de Live, quoi. Ah bah non, c'est pas Florence Monteau. Non, c'est pas Campo. Florence Monteau, c'est la directrice de Ouais. bâtiment. Toi, t'es dans la division bâtiment? Ouais, je suis en